C'est l'été et peut-être songez-vous à vous aérer l'esprit en voyageant. Eh bien chez Power Boost, on vous fait économiser le billet d'avion. En effet, on vous emmène pour ce best-of au Maroc pour faire le point sur l'évolution du secteur agricole dans ce pays, puis direction l'Inde à la rencontre d'un agriculteur qui n'a pas peur d'innover pour s'adapter à des conditions climatiques pas top. Plus proche de chez nous, on va redécouvrir une culture de café au pied des montagnes espagnoles et enfin, on prend la route, enfin la mer, direction la Martinique. En 15 minutes d'émission, on aura mis Phileas Fogg en PLS, alors détendez-vous et on s'évade un petit peu. Enjoy! J'ai découvert Fouad, vous allez voir, c'est un jeune qui est intelligent, qui n'était pas issu du secteur agricole et qui s'intéresse de plus en plus à l'agriculture en proposant des modèles économiques assez différents et il va nous livrer son analyse de l'évolution des problématiques de l'agriculture ici au Maroc. Salut Fouad. Salut Jean-Paul. Alors merci de nous accueillir ici dans une de tes nombreuses activités en lien avec l'agriculture et notamment l'élevage d'autruches. Mais en fait moi j'ai envie de te parler plutôt de l'évolution de l'agriculture au Maroc. Est-ce que tu peux nous aider à la décrypter? Premier point, comme nous en France, vous êtes de plus en plus victimes de l'accélération du réchauffement climatique. Alors comme tu viens de le dire Jean-Paul, on commence à voir l'accélération de ces changements climatiques. Encore pas hier ou il y a 2 jours, on a fait la tournée ici et puis on a vu qu'il y a pas mal de sources qui sont devenues secs. Il y a pas mal de puits qui sont asséchés aussi, qui sont descendus à des niveaux jamais connus par la population locale alors que quand même on est dans une zone des plus pluvieuses qui existent au Maroc. Il tombe combien? 200 mm de pluie? Oui, dans la moyenne c'était ça, c'était 200 mm de pluie, mais cette année-là, on n'a pas vu la pluie depuis le mois de janvier, je dirais. Alors, autre problème, le même que nous avons, c'est le manque de bras. Oui, alors ça aussi c'est un grand problème. On souffre beaucoup de l'exode rural ici vers les villes, ou même aussi le rêve d'aller en Europe ou aux États-Unis ou dans les pays développés. Et puis la population, on va dire locale, ne croit plus à l'agriculture. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi à côté de leurs parents, leurs grands-parents, qu'ils ont vu, on va dire, se casser le dos littéralement pour avoir de l'agriculture. Troisième idée qui est importante, c'est la cherté, c'est-à-dire que les intrants ont augmenté. Est-ce que tu aurais un exemple? Alors, les intrants ont beaucoup augmenté. D'abord, par exemple, si on compare les prix des alimentations pour le bétail, il y en a qui ont doublé. On a un mélange qu'on a l'habitude d'acheter, un mélange entre des fèves, des pois chiches et autres. Il a carrément doublé. On est passé de 200 dirhams à 350 dirhams, donc pratiquement doublé. On a ça, et puis il y a aussi les coûts de transport qui ont beaucoup augmenté. Donc du coup, lorsqu'on veut faire acheminer du bétail d'un lieu vers un autre, ça coûte trop cher. C'est un exemple très concret, c'est par rapport au foin par exemple. On avait l'habitude d'acheter les paquets de foin à 20 dirhams. Aujourd'hui, on ne peut pas les avoir à moins de 25, et c'est dû principalement à l'augmentation des prix des transports. Et est-ce que c'est vrai que l'Aïd, c'est en gros dans 2 mois, on a failli ne pas manger de mouton? Oui, on avait encore, on va dire, on préhendait encore pour cette année. Est-ce qu'on va faire quand même l'événement du sacrifice lors de l'Aïd où on va s'en passer? Pourquoi? Parce que la quantité, on va dire, de têtes a beaucoup diminué depuis 2 ans maintenant. Et du coup, il faut qu'on retravaille sur la régénération de notre troupeau national pour enfin avoir, on va dire, une quantité suffisante de moutons par habitant pour que tout le monde puisse passer l'Aïd avec des prix modérés. Parce que l'année dernière, par exemple, le prix du mouton a flambé, ce qui a mené les bouchers à prendre plus les brebis qui étaient moins chères, et du coup, on n'a pas pu, on va dire, en produire d'autres pour l'année d'après. Donc c'est comme ça que ça se passe. Nous allons prendre le train pour aller au nord de Bombay, pour aller à la rencontre d'agriculteurs.
L'Inde souffre d'une forte pollution au plastique mais aussi aux produits chimiques. Peut-être est-ce aussi pour cette raison que certains agriculteurs comme Rajdep ont souhaité quitter un système de production conventionnel très consommateur de pesticides vers de nouveaux systèmes de culture. Ainsi, à quelques dizaines de kilomètres de Surat dans Gujarat, Rajdep a décidé de convertir ses 3 hectares de maraîchage dans un système qu'il qualifie de naturel en mélangeant près de 60 espèces différentes précisément positionnées pour occuper toutes les strates de hauteur afin de ménager des microclimats. Dans cette région sèche, les pluies n'interviennent qu'entre juillet et septembre, avec tout au plus un cumul de 50 mm d'eau. L'irrigation s'impose donc avec un système de goutte à goutte et une logique de stockage de l'eau encouragée par l'État indien. Mais selon Rajdep, la véritable action pour la conservation d'un sol humide réside dans la mise en œuvre d'un paillage naturel souvent renouvelé et un jeu d'ombrage permis par les productions les plus hautes comme les papayers ou les cocotiers. Pour la fertilisation, il fait confiance à l'ajout de nombreuses espèces de légumineuses bien réparties sur les surfaces. Au bout de 14 mois d'expérimentation de ce mixage cultural, il estime que cela est bien plus rentable que le système conventionnel, tout en reconnaissant que cela est possible en Inde avec 2 ouvriers à temps plein pour exploiter les 3 hectares avec un salaire de l'ordre de 3 à 5 euros par jour. Bienvenue à Vanita Farm. À 3 heures au nord de Bombay, nous découvrons cette ferme de 2 hectares spécialisée dans la production d'orchidées sur support de coco. Alors certes, ici on ne peut pas dire que l'on est à cheval sur les consignes de sécurité électrique, mais on dispose d'un véritable savoir-faire pour produire des orchidées très appréciées dans toute l'Inde. Le secret ? Arroser 48 heures avant la récolte le support de culture avec un colorant spécifique qui va donner cet aspect irisé très apprécié des consommateurs indiens. Sur le plan économique, on peut signaler qu'une entreprise de 2 hectares en production d'orchidées permet de dégager un chiffre d'affaires de 100 000 € avec une petite dizaine de salariés. Bonjour Manuel. Bonjour Jean-Paul. Alors, est-ce que tu pourrais me présenter ton exploitation ? Bien sûr, moi je suis agriculteur ici à Almuñécar, province de Grenade, et on a une petite ferme avec plusieurs de cultures, je pense que 30. Et aussi on cultive des mangues, des avocats, des ananas, mais aussi du café. Alors, d'où est venue l'idée de cultiver du café ? Oui, j'étais d'un petit café à Almuñécar. Je me suis certifié comme un barista. Je suis allé au championnat et un jour, un copain m'a dit que il y a une petite ferme à Gran Canaria et tu dois aller visiter. J'y suis allé et j'ai demandé à monsieur de cette ferme si je pourrais avoir un petit grain de café. Et il m'a dit non, ça pousse pas là. Et ce sont des mots magiques pour moi. Allez, on va essayer. Alors, tu as été aux îles Canaries, tu es revenu avec des grains, tu les as plantés et ça pousse. Oui. Et ça pousse plutôt bien. Oui, bien sûr. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de grains et ça pousse maintenant au printemps. Et j'espère que le goût c'est bon. Et tu as combien de production aujourd'hui de café ? Tu as déjà récolté ? Oui, l'année dernière, on a récolté, je pense que 100 kilos. Mais dans cette année, la production est un peu plus. Et on voit effectivement que les branches sont très chargées de fruits. Tu penses le commercialiser comment ? J'ai un copain, il est mon mentor. Il a un petit café et aussi un petit atelier de torréfaction. Atelier de torréfaction. Et on va offrir le café dans son cafétéria. Pour toi, l'idée, c'est de développer une filière locale de café ici, en Andalousie. Oui, je pense qu'il sera très intéressant d'avoir des jeunes agriculteurs qui sont intéressés dans le café et aussi des autres cultures et développer une agriculture nouvelle pour avoir aussi un avenir ici. Si quelqu'un jour, mon fils il me demande « Papa, qu'est-ce que tu as fait contre l'échange de climat ?» Et je peux lui dire « Noah, nous avons 5000 arbres ici, plusieurs de cultures, biodiversité, un projet que je suis vraiment fier. » Ouais. Oui, mais comment ils réagissent les autres agriculteurs ? Ils foncent avec toi ? L'agriculteur normalement ici, il n'est pas jeune.
mais il y a beaucoup d'idées dans les jeunes agriculteurs. Je pense qu'il y a un avenir avec cette culture. Merci beaucoup Manuel et félicitations. Avec plaisir, merci à vous. Bonjour José. Bonjour. Alors José, on est sur votre exploitation. Bon, il y a eu un petit peu de pluie. Est-ce que la banane, ça va bien actuellement ou les cours sont pas très élevés? Alors la banane, ça va bien aujourd'hui, oui, parce que les cours, on a un peu de cours, mais il faut voir que l'an dernier et même en fin d'année dernière, on a eu des cours très très bas qui ont entraîné des grosses difficultés sur beaucoup d'exploitations. Et aujourd'hui, on a la menace de voir disparaître un certain nombre de producteurs, surtout les plus fragiles. Pourquoi? Pour des raisons techniques, des raisons de rendement? Alors, il y a plusieurs facteurs. Il faut dire que la banane est une des productions qui a subi énormément le changement climatique. Donc on a des baisses de rendement de l'ordre de 30%. Il y a une forte augmentation du coût des matières premières, carton, etc. Je ne parle même pas de l'engrais. Et puis également, vous avez aussi le problème de la cercosporiose noire qu'on n'a jamais su régler. Donc ça entraîne aussi des chutes de rendement qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'exploitations sont en très très grande difficulté. Alors vous avez parlé de la hausse des coûts, c'est vrai qu'ici aussi le prix de l'engrais il a monté. C'est pas que l'engrais, le prix a été multiplié par 2. J'ai acheté une tonne d'engrais à 500 €, dernièrement je le payais à 1000 €, donc c'est pratiquement de cut au double. Mais il y a aussi tout l'environnement, le carburant aussi a pris pratiquement 50 à 60 centimes, le gasoil est taxé, donc c'est pour vous dire que tout l'aliment de bétail aussi, donc on a subi des hausses et ça entraîne forcément une baisse de revenus. Certains disent pour l'élevage sont aux alentours de 30%. On n'a pas vraiment les chiffres pour les cultures, pour tout ce qui est végétal, mais en tout cas, on sait aussi que beaucoup de producteurs aussi sont en difficulté parce qu'ils ne peuvent pas forcément augmenter les coûts de vente. Si on regarde, votre principale inquiétude, ça reste quand même le renouvellement des générations. Oui, je crois qu'on a eu des chiffres récemment sur le nombre d'agriculteurs. On est environ 2400. On était de l'ordre de 5000, 6000. Donc on a beaucoup d'exploitants. En plus, il y a la population agricole très âgée, comme partout, mais enfin plus en Martinique, puisque la moyenne c'est plus aux alentours de 58-60 que 30. Donc il y a ce premier problème. Et derrière, il n'y a pas une installation conséquente, très peu d'installations, donc qui fait qu'on a vraiment des abandons d'exploitation, ce qu'on appelle aujourd'hui des déprises agricoles. Ça entraîne à la fois des pertes de production, puisque la production n'augmente pas, mais ça aussi pose un vrai sujet pour l'avenir même de la production agricole, puisque on est vraiment en décroissance au niveau des producteurs, mais au niveau de la production agricole. Après, bon, on a un vrai problème d'accès au foncier. Là aussi, pour les jeunes agriculteurs, je pense vraiment le problème d'accès au foncier. Il y a aussi le problème de la transmission. Le problème de la transmission, c'est que quand les propriétaires partent en retraite, très tardivement, des fois même à 75, 76, 80 ans, ils ont du mal aussi à transmettre parce que leur retraite est tellement insignifiant qu'ils préfèrent rester galérer pour gagner quelques sous au lieu de transmettre dans de bonnes conditions. Donc il y a aussi toute la politique de la transmission qu'il faut remettre en place. Et l'autre côté inverse, c'est que quand vous avez des exploitations très structurées qui partent à la retraite, ce sont des prix très très élevés. On a vu des exploitations, bon, on va dire que ce n'est pas grand chose par rapport à là-bas, mais c'est quand même 1 million, 2 millions d'euros, c'est beaucoup ici. Et on a du mal à installer les jeunes agriculteurs. Merci beaucoup José. Merci à vous d'être venu aussi loin nous écouter. Et voilà, on espère que ce tour du monde vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre best-of tout aussi impressionnant. Et oui, l'année 2023 a été riche en moments forts. Et comme je suis taquin, je vous laisse la surprise de son contenu la semaine prochaine. Très bonne semaine.